Je me présente, je m'appelle Jean-Joseph Batardière et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde. Je serai accompagné de Jean-Loup Racine, qui dirige l'agence Le Phare, qui est une agence qui développe des solutions pour créer du chiffre d'affaires et du business pour les TPE-PME. Nous allons avec Jean-Luc essayer de vous raconter une belle histoire, celle de l'entreprise Pan, par l'intermédiaire d'Alric Pan, qui est ici présent, dont on va beaucoup entendre la voix tout à l'heure. J'ai un petit temps de présentation un petit peu long et puis on enchaînera rapidement. L'objectif de cette table ronde, c'est de voir comment, d'un profil peut-être se posant des questions et s'interrogeant sur l'utilisation du site internet ou du digital pour son entreprise, comment on devient un conquérant, un acteur conquérant du digital. Et qu'est-ce que ça entraîne comme impact dans l'entreprise, comment on y arrive, comment on procède. C'est également une belle histoire parce que l'entreprise Pan est une entreprise qui a plus de 120 ans. Alric est la 6e génération d'entrepreneurs. Son arrière-grand-père était un vendeur de poissons à la roulotte. Et aujourd'hui, la poissonnerie Pan, c'est plus de 7 boutiques en Loire-Atlantique et en Gironde. Une présence sur les marchés, Loire-Atlantique, Morbihan, en Vendée et puis également dans la région rennaise. C'est un acteur incontournable de la place pour tout ce qui est vente de poissons en B2B et B2C. Aujourd'hui, l'entreprise Pan compte 112 collaborateurs. Elle en recherche plus d'une dizaine et elle a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros. Alors cette histoire familiale a pris un tournant digital en 2015 lorsqu'est envisagée la refonte du site vitrine qui, on peut le dire tout de suite, stagnait. Quasiment zéro de trafic et puis génération de business 0 € également. Donc on va commencer tout de suite. Alric, bonjour. Bonjour. On va passer le... Ah voilà, Evals, pardon, je ne l'avais pas. Alors, le site web pour vous soulager les points de vente. Quels étaient les enjeux que vous vous étiez fixés lorsqu'en 2015 vous envisagez la refonte du site internet ? Alors l'enjeu principal, c'était de désengorger déjà nos points de vente. On s'est vite aperçu que le trafic en début de semaine diminuait sur nos points de vente pour augmenter le week-end. Sauf que la main-d'œuvre se fait de plus en plus rare et qu'on atteignait des temps d'attente à plus de 3/4 d'heure de queue avant de pouvoir servir nos clients. Donc l'idée principale était en effet de créer un espèce de drive où nos clients habituels pouvaient passer commande sur notre site web pour ensuite faire un retrait directement sur nos points de vente. Alors aussi bien les points de vente en dur que les marchés. L'idée était de créer un petit pôle sur un coin de la remorque de façon à ce que le client puisse accéder directement. L'effet désiré étant qu'on draine plus facilement nos clients habituels et que nos nouveaux clients ne soient pas freinés par le temps d'attente. Donc on avait une notion de service rendu. Tout à fait. D'accord. Il y avait aussi la volonté, on est sur un temps qui est court lorsqu'on est sur un marché, on vend de 8h à 13-14h. Il y avait l'objectif de générer davantage de business en ciblant peut-être d'autres catégories de population. Comment c'est ça. Alors c'est vrai c'est assez frustrant, on est assez bridé au niveau du temps de vente puisqu'on a le droit de commencer à vendre à 8h et pour la plupart des marchés, la fin de vente se doit se faire à 13h15. Je pense que tout le monde ici a déjà été au marché. Le dimanche après-midi, quand il fait beau et qu'on prend un petit coup de la terrasse à côté, on aime bien traîner un peu. Donc on a ce potentiel client qui est toujours là, mais qui ne peut plus acheter. Donc l'idée, en effet, du site web était de pouvoir augmenter notre potentiel de vente. Donc si on résume, sur la semaine, vous aviez plutôt une clientèle qu'on pourrait caractériser d'âgée ? C'est ça, tout à fait. Et le week-end, plutôt une cible familiale ? Tout à fait. D'accord. On sait tous qu'avec le changement du mode de consommation, enfin en tout cas c'était peut-être votre réflexion au départ, vous étiez dit que cette population 30-50 ans, ça pouvait être une cible intéressante. En effet, du fait que on va dire notre clientèle familiale est active la semaine, n'a pas le temps entre ce créneau horaire de venir faire ses courses au marché. L'idée étant de dire, bon, peut-être entre midi et 2, à l'heure de déjeuner, on peut faire un petit saut au marché d'à côté et récupérer notre colis et permettre de toucher cette clientèle-là à longueur de la semaine. Et quelle était la réflexion au niveau de la zone géographique ? Le 44, c'est-à-dire que l'objectif était vraiment de toucher nos clients du 44, par tous les secteurs où on est, quoi. Donc à aucun moment vous vous êtes dit tiens je fais un site internet, mon offre va être visible au niveau national. Non, pas du tout. Ça va peut-être me générer de nouveaux flux aussi à ce point-là. Non, c'était pas le but du jeu. Ça c'était 2015. Vous verrez tout à l'heure, ça
Ça a vraiment changé. Et puis il y avait aussi une notion de fidélisation de la clientèle. Bien sûr. L'idée étant aussi de pouvoir communiquer avec notre clientèle. Aujourd'hui, c'est vrai, nous, on est artisans commerçants sur les marchés, on n'a pas moyen de communication avec eux. On n'a pas de mail, on n'a pas de numéro de téléphone, on n'a rien. Donc, nos clients ont la surprise, lorsqu'ils viennent sur notre point de vente, de découvrir un petit peu nos offres promotionnelles, ce qu'on fait, ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Et la communication est assez dure, quoi. D'accord. Est-ce que vous aviez déjà un outil en interne pour la gestion des flux ? Rien du tout. Un ERP ? Non. Alors, on avait un ERP, donc ça c'est pour une gestion plutôt interne de mon stock marchandises. C'est-à-dire que lorsqu'on draine un certain nombre de points de vente, il est important de pouvoir suivre nos stocks en temps réel, de gérer nos afflux d'achat et de pouvoir savoir que chaque point de vente ait bien les quantités de marchandises adéquates. Donc lorsque vous êtes arrivé auprès d'un prestataire, la commande aurait pu être la suivante. En gros, c'est comment je fais en sorte que mon ERP devienne la vraie vitrine digitale de mon stock. C'est ça, tout à fait. Donc le principe de faire de la vente en ligne, il peut être assez simple lorsqu'on va vendre des chaussures ou des vêtements. Lorsqu'on va vendre de l'ultra frais, ça devient un peu plus compliqué si on veut garder cette fraîcheur et cette qualité. Et pour ça, il faut être capable d'avoir un suivi des stocks en temps réel et d'avoir tout en flux tendu. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, j'ai un point de vente, on va prendre un marché à Zola par exemple, je vais envoyer de la langoustine vivante, c'est un achat le matin à 4h du matin, un camion qui roule et qui va livrer directement le marché. L'idée est de pouvoir faire la même chose avec le digital. Alors, quelles ont été les implications concrètes? Comment on a transformé cet ERP qui était d'un usage interne à un ERP qui permette de faire de la gestion des commandes en ligne? Alors, l'avantage que j'avais, c'est qu'en effet, j'avais mis en place un ERP avec une gestion de mes stocks. Le seul point qui me manquait aujourd'hui, c'était de remonter ce stock en temps réel. Donc, on a équipé aujourd'hui tous nos points de vente, y compris les nomades, de systèmes 3G, de façon à remonter toutes les ventes, avoir un stock qui s'actualise toutes les 5 minutes, façon de mettre notre stock site internet à jour toutes les 5 minutes. Donc en flux tendu. En flux tendu. D'accord. Ce qu'on n'a peut-être pas précisé, c'est que la poissonnerie Pan, il y a un centre névralgique qui est aux Mines. Et en fait, c'est le point central. Voilà, tout passe par ici. C'est-à-dire qu'on a quelques ateliers de mariage, on va dire dans quelques ports en France, mais la totalité de notre marchandise est centralisée à Nantes. Ce qui nous permet de faire un contrôle qualité à réception et de pouvoir ensuite dispatcher sur tous nos points de vente. On va parler un petit peu de la logistique. On est sur un produit ultra frais, donc très périssable, avec des contraintes et des règles sanitaires qui sont extrêmement fortes. On va peut-être faire 2 séquences. Peut-être prioritairement, au début, comment ça fonctionne sur le 44, et puis après, on se posera la question sur comment ça fonctionne sur le reste de la France. Au niveau géographique, la Loire-Atlantique, comment ça procède ? On va dire assez facile pour nous, on est assez présent un peu partout. On a aujourd'hui, alors à contrario, la chance de ne travailler que le matin. Les livraisons dans le 44, lorsqu'on commande un plateau de fruits de mer, en général, c'est pas pour manger entre midi et 2, c'est plutôt pour le soir. Donc ça nous a permis d'optimiser notre flotte de camions l'après-midi et de mettre en place une livraison, on va dire, de 8h à 20h le soir. Donc très concrètement, je reçois des amis à 15h le samedi après-midi, j'ai envie d'un plateau de fruits de mer, je peux l'avoir le soir. C'est ça. D'accord. Donc à bon entendeur pour nos amis nantais, ça peut toujours être intéressant et ça peut être du dépannage très pratique. Donc tout ça c'est pour le 44, on a une optimisation de la flotte, en même temps financièrement c'est aussi intéressant, c'est une deuxième vie pour les camions. Tout à fait. Comment ça se passe pour le hors 44 ? Alors pour le hors 44, l'idée c'était de pouvoir amener le même service que ce qu'on est habitué à amener à nos clients du 44. Donc je voulais avoir un temps de réaction très court et je voulais pouvoir proposer ma gamme de produits complète aux futurs clients qu'on pourrait attraper sur les autres régions de France. Donc l'idée c'est de partir du stock initial qu'on a en cours et de faire appel à un prestataire qui est Chronofresh du groupe La Poste, qui lui permet aujourd'hui de faire une livraison en 24 heures. 24 heures tout le temps, 24-48 heures ? Alors, on a 48 heures sur le sud-est de la France, oui. D'accord. Le taux de retour, aujourd'hui ? On est à moins de 1% et c'est, on va dire, à 99% sur ces 1%, c'est des heures de transport. Quelles ont été les conséquences en interne pour se poser les bonnes questions, optimiser le process,
valider le bon fonctionnement, le suivi client, le suivi qualité? Ah oui, Comment ça n'a pas été se passe? simple, hein. Il y a eu beaucoup à faire. Alors, ouais, en fait, si vous voulez, la problématique majeure qui s'est rencontrée, ça a été de pouvoir répondre à nos clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos clients sur le 44 nous connaissent, donc on va dire ils ont confiance. Des clients hors 44 nous connaissent pas forcément. Il voit quelqu'un qui vend un bout de poisson sur Internet, il va se dire est-ce que je vais le recevoir, dans quel état, comment? Est-ce qu'il sera frais, mon poisson? Exactement. Donc on a eu beaucoup d'appels téléphoniques des gens pour savoir tout simplement si on existait. C'est un chiffre dont on reparlera tout à l'heure. 80% des nouveaux clients de la poissonnerie Pan qui passent par Internet ont d'abord précédé leur acte d'achat par un appel. Donc ça a des conséquences aussi en interne. La personne qui s'occupait de la qualité, c'est un an à 80%, rien que sur cette thématique-là? Oui, tout à fait. Alors, ce qui était aussi important, c'est que nous, dans l'alimentaire, on a quand même beaucoup de règles sanitaires, on va dire, assez importantes. Donc, l'idée était de faire quand même un site internet qui tienne un peu la route et qui applique les mêmes règles qu'on a aujourd'hui sur nos points de vente. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est pas très commun. Maintenant, demain, ça peut le devenir. Et tant qu'à faire les choses, autant les faire bien d'entrée de jeu. Donc, elle a passé vraiment 80% de son temps dessus. Donc, on peut peut-être revenir au départ. L'entrepreneur que vous êtes a l'idée, impulse, et il faut derrière qu'il y ait un relais au niveau des équipes. Ah oui, tout à fait. Ça serait jamais fait sans mes collaborateurs. Aujourd'hui, on a en effet la partie qualité qui a drainé toute cette gestion-là. On a la partie financière, donc mon directeur financier qui a monté des dossiers avec la CCI, avec la banque pour financer tout le projet. Et ensuite, j'ai mes collaborateurs, on va dire poissonniers, qui sont sur le marché, qui en revenant du marché, on leur dit bah tiens, il y a des commandes à faire, il faut faire le même suivi, il faut répondre aux clients, et il faut faire le même job en fait qu'on fait le matin, l'après-midi aussi. C'est important parce que lorsque le chef d'entreprise il a cette volonté d'impulser une nouvelle dynamique et de réorienter un petit peu la stratégie de son entreprise, il ne peut pas le faire sans ses collaborateurs. Comment ça s'est passé au départ? Au départ, il n'y a pas grand monde qui m'a cru. Ils étaient tous un peu sceptiques. Oui, bon, bah, pas de problème, on va faire, parce que j'ai dit de faire, donc on va faire. Mais c'est vous le boss, donc. Voilà, c'est ça. Voilà. Maintenant, ça a changé hein, vraiment, puisque aujourd'hui, ça prend vraiment un temps plein pour gérer toutes les commandes. Plus peut-être un futur collaborateur. Plus un futur collaborateur. Donc, on a embauché un BTS en alternance pour la gestion du site. Et là, on recherche un chef de production pour gérer les commandes. Est-ce qu'au niveau de l'adhésion des équipes, il y a des choses que vous avez faites plus particulièrement ou est-ce que c'est venu au fil de l'eau? Non, c'est vraiment venu au fil de l'eau. Hein. J'ai la chance d'avoir des équipes qui suivent et qui ont joué le jeu. D'accord. Se faire aider pour aller plus haut dans la vente. Vous pouvez prendre la plus belle boutique, le plus beau restaurant du monde, s'il est au fond d'une impasse qui n'est pas éclairée, personne ne va y aller. Le web, c'est un petit peu pareil. Vous pouvez avoir le plus beau site sur la place, s'il n'est pas bien référencé, que ce soit naturel ou payant, s'il n'y a pas du trafic, vous ne générez pas de business. Comment ça s'est passé dans la réflexion? Aujourd'hui, vous n'étiez pas structuré en interne. Comment vous avez fait pour choisir le bon prestataire, déjà? Alors, ça a été vraiment le gros point noir, là où j'ai passé le plus de temps. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je sais vendre du poisson, je sais l'acheter, je sais le commercialiser, il n'y a pas de problème. Par contre, communiquer sur Internet, même si je ne suis pas très vieux quand même, je suis plutôt jeune, je maîtrise pas ce genre de choses. Donc là, il a fallu faire appel à une agence de com, une agence de pub. Et là, à ma grande surprise, c'est hyper compliqué, quoi. Entre les gens qui vous prennent un rendez-vous et une fois arrivés au rendez-vous, vous disent bah non, vous ne nous intéressez pas. Les personnes qui prennent un rendez-vous et qui vous ouvrent même pas la porte, c'est assez bluffant. Donc moi, j'ai eu la chance après, par intermédiaire, de rencontrer la bonne agence, mais vraiment, ça a été la galère. Alors c'est compliqué de trouver une agence, c'est vrai. Nous, on voit énormément d'entreprises qui sont soit victimes ou otages des agences avec lesquelles elles ont travaillé, qui les ont laissées sur le côté, ou alors qui les ont embarquées dans des aventures qui n'étaient pas les leurs. Et moi, je partage complètement ce que vous dites. Je me mets à votre place. Trouver la bonne agence pour votre dynamique à vous, c'est compliqué. Mais c'est pas non plus facile d'être une agence aujourd'hui. Hein. Enfin, c'est facile de mon point de vue en tout cas, parce que c'est un métier qui est compliqué, qui change tous les jours. Il faut trouver des ressources. La technologie elle change souvent.
Et puis c'est 1000 métiers aujourd'hui, le web. C'est pas simplement que faire des sites web. C'est être bon en marketing, c'est être bon en positionnement, c'est être bon en technique, c'est être bon technologiquement, en front-end, back-end. Enfin, c'est beaucoup de métiers. Le conseil que je donne souvent quand c'est comme ça, c'est de faire le tour des références, en fait, des gens que vous rencontrez, en y allant vraiment, en disant bah, donnez-moi le nom des clients que je peux appeler de votre part, et puis dites-moi, enfin, je vais les appeler moi, et puis dites-moi pourquoi vous travaillez avec eux et comment je vais continuer à travailler avec eux. Mais honnêtement, c'est pas simple. Et puis il y a un autre sujet qui est important dans ces métiers-là aussi, c'est le manque de ressources. Ce qui est très cruel. Alors, on en parle peu, hein, pourtant on est dans Digital Change, mais là je prends ma casquette de patron d'agence, on a énormément de mal à trouver des ressources. Ce qui fait que parfois, effectivement, bah, les agences ne répondent pas aux appels d'offres auxquels elles ne croient pas. Elles vont prioriser leurs propres clients. Voilà. D'accord. Donc à partir du moment où on a trouvé le prestataire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on met en place? Quels sont les outils qui sont fléchés, sur lesquels vous discutez pour amener du trafic sur le site internet? Alors on a mis plein de choses en place, plein de nouvelles choses pour moi hein, que je ne connaissais pas. Alors bien évidemment il y a les réseaux sociaux, ça on va dire on maîtrise tous à peu près. Après il y a eu des newsletters. Alors peut-être les réseaux sociaux, qu'est-ce qui s'est passé? Réseaux sociaux, on a créé des offres promotionnelles dessus, on a communiqué sur ce qui se passait au sein de l'entreprise. Alors réseaux sociaux peut-être juste pour préciser, c'est Facebook. On voilà, est bien dans ça. Nous, on a vraiment accès là-dessus. Ensuite, on a travaillé sur de la fidélité. Donc la fidélité, on a mis en place des cartes de fidélité. Donc là où ça a été un peu marrant, c'est qu'on a d'abord mis en place une carte fidélité sur le digital. Et après, je me suis dit, il n'y a aucune raison que mes clients qui viennent sur la boutique ne bénéficient pas de cette fidélité-là aussi. Donc on l'a mis en parallèle, en place, en second temps, sur nos points de vente. Chose qui n'est pas spécialement simple à faire quand on est nomade. C'est faire preuve d'agilité, tout simplement. C'est ça. Et ensuite, on a mis en place des newsletters. Donc là, l'objectif principal aussi, c'était de pouvoir communiquer avec nos clients existants, communiquer avec nos futurs clients. Donc ça fonctionne plutôt très bien. Je pense que c'est en plus apprécié de nos clients. Donc il y a des bonnes retombées par rapport à ça. Au niveau du contenu rédactionnel, qu'est-ce que vous avez fait pour attirer du monde? Alors finalement, pas énormément de choses. C'est juste donner l'information. On parlait de recettes. Voilà, c'est ça. Donner des informations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on rentre en saison de Coquille Saint-Jacques. Coquille Saint-Jacques démarre, hop, on prévient nos clients. Derrière, on va leur envoyer aussi quelques fiches recettes pour aller avec. Donc voilà, c'est juste pouvoir communiquer en fait, tout simplement. Et on parle peut-être demain d'un blog? Oui, tout à fait. L'idée de pouvoir faire un blog culinaire de façon à ce que on rencontre beaucoup de gens qui nous demandent comment on cuisine le poisson. Alors c'est vrai que c'est pas un produit très simple à cuisiner, ou alors on a dans l'esprit que c'est pas simple à cuisiner, et beaucoup de gens recherchent des recettes. Donc l'idée, c'est de pouvoir associer nos produits qu'on a en vente avec un blog et les recettes qui iront derrière. Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'investissement qui a été initié en 2016? 200 000 euros. En 2017? 200 000 euros. En 2018? Prévu 200 000 euros. Voilà. Le message derrière, alors on est sur une belle structure, hein, qui est une belle PME, mais le conseil qu'on peut aussi vous faire, vous pouvez lancer votre site internet, investir, et puis vous dire, ça y est, j'ai commencé à générer du trafic, j'arrête. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Il faut continuer dans le temps, ancrer des habitudes avec ses clients et ses futurs clients et des prospects. C'est difficile. On est sur des populations, enfin tout le monde se rend compte aujourd'hui, on est sur des consommateurs zappeurs. Donc s'il y a aussi un conseil à avoir, qui peut être celui peut-être d'un conseil d'agence, mais là j'ai peut-être moins de parti pris, c'est lorsqu'il y a des investissements qui sont faits et qui sont lourds, ne relâchez pas tout de suite. C'est quelque chose qui se construit dans le temps. Vous allez le voir tout à l'heure, en plus là on a des résultats, mais c'est vraiment quelque chose, et je suppose que l'agence qui t'accompagne, elle a le même discours. Tout à fait. Nous, alors en plus, d'autant plus qu'on a quand même une difficulté, c'est aujourd'hui convaincre les clients de la fraîcheur du produit, qu'on est réel, que ça existe. C'est pas quelque chose de très commun, et là il y a quand même un gros travail à effectuer. D'accord. Après le comment, on va essayer de parler des obstacles, alors peut-être pas obstacles, mais plutôt des contraintes que vous avez pu rencontrer. On a expliqué tout à l'heure que tout ce qui était les livraisons au sein de la Loire-Atlantique, c'était fait par la flotte des véhicules qui étaient déjà sur le territoire. Pour les territoires au-delà, c'est Chronofresh.
Comment ça marche? Quel est le prix d'un colis? Alors, c'est là où ça pique un peu. En effet, le transport en froid coûte cher. Nous, on le sait dans le sens où aujourd'hui, tout ce que je fais transporter, je vais acheter sur Dunkerque, je vais acheter sur Erquy. Il y a des transporteurs dédiés dans la marée qui transportent en froid. C'est un coût assez important. Là, le principe il est exactement le même. Pour vous livrer un colis chez vous, à l'autre bout de la France, en frigorifique, Chronofresh le fait, c'est très bien. Par contre, ça a un coût. Le coût, il est environ entre 15 et 18 euros. L'expédition. Il est bien évident qu'aujourd'hui, je ne peux pas, au lancement de mon site internet, facturer un coût de transport entre 15 et 18 euros. Donc aujourd'hui, on assume un peu plus de 30% de ce coût-là et on n'a pas dépassé la barre psychologique des 10 euros, on est à 9,90 de frais de port. Donc on est sur un acte commercial fort. Est-ce que vous le valorisez à un moment ou à un autre d'ailleurs? Oui, tout à fait. On le valorise sur la communication. Ensuite, derrière, l'objectif est d'augmenter la volumétrie pour pouvoir faire baisser ce coût. Alors forcément, à partir du moment où vous perdez de l'argent sur l'envoi, est-ce que votre prix reste compétitif pour autant sur les territoires où vous vendez? Oui, parce que bien évidemment, je ne vais pas vendre à perte. C'est pas le but du jeu. Maintenant, il est vrai que sur le site internet, on sera à peu près entre 5 et 10% plus cher que sur un de mes points de vente. Pour plusieurs raisons. La première, on essaye d'absorber une partie du coût du transport et on a aussi l'emballage. L'emballage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez acheter votre poisson sur un étalage, vous allez vous faire emballer votre poisson dans un sac plastique. Le principe sur Internet, c'est que je veux qu'il y ait une qualité irréprochable. Donc on va conditionner le poisson à la convenance du client sous vide. On va étiqueter ensuite ce poisson pour que le client ait l'indication de ce qu'il met, ce qui lui permet derrière de le congeler ou de le conserver. Et on va transporter ça avec des gel packs dans une caisse isotherme. Donc tout ça a un coût qu'on a été obligé de répercuter sur le prix. Maintenant, il est vrai que par rapport au prix du poisson, si on prend une ville comme Paris, on est super placé. Paris-Lyon ? Lyon, Marseille, Paris, Tours, le Rhône-Alpes, enfin tout le centre de la France, quoi. D'accord. Et est-ce que le partenariat à terme avec Chronofresh est remis en cause ou... Pas du tout. J'étais en entretien encore hier avec eux. On commence gentiment à entamer les négociations pour faire baisser le coût du transport. D'accord. Second obstacle, convaincre que le service est bien réel. On le précisait tout à l'heure, 80% des nouvelles commandes sont précédées d'un appel. Déjà, c'est comment on l'absorbe au niveau de l'entreprise, parce que c'était peut-être pas quelque chose que vous aviez anticipé. Non, pas du tout. Alors, ça fait bizarre au début, hein, quand il y a le standard qui arrête pas de sonner pour savoir si on est là, pour savoir si le poisson est frais, pour savoir tout simplement si on est là les 3/4 du temps. Donc ça fait un peu bizarre. Au début, le numéro de téléphone qu'on avait mis sur le site, c'était le numéro du standard de la comptabilité. Donc les comptables étaient contents. Elles étaient ravis. Ensuite, on a basculé sur ma responsable qualité, mais elle faisait plus que ça. Et ensuite, derrière, finalement, on a basculé le numéro de téléphone sur l'entrepôt, où là, on a des poissonniers qui sont capables de répondre à des questions réelles. J'ai acheté un dos de cabillaud, comment je le fais cuire? J'ai un bar, comment je le fais pour le vider ou comment je fais pour faire la cuisson? Donc voilà, c'est vrai que ma comptable a du mal à répondre à ce genre de questions. Ça veut dire qu'en fait, vos collaborateurs qui sont sur les marchés et qui conseillent leurs clients de visu le matin se retrouvent à faire la même chose l'après-midi auprès de leurs clients digitaux. Ça, tout à fait. Tout à fait. Alors on a aussi bien nos vendeurs qui sont l'après-midi, parce que c'est eux qui sont de roulement l'après-midi, ou on a aussi nos préparateurs de commandes qui sont des professionnels de la marée. On va en voir aussi nos acheteurs qui sont eux présents plus tôt, puisque la magie du digital, c'est que ça s'arrête jamais, c'est 24/24. Donc on a des commandes qui passent à minuit, 1h, 2h, 3h du matin. Et donc ça nous permet de réagir aussi à ce niveau-là. Et comment ces collaborateurs, parce qu'on leur ajoute une mission supplémentaire de conseil, l'après-midi où ils n'en avaient pas forcément, ouais, mais ça plaît, parce que encore une fois, on garde notre relation client, notre job à nous, c'est ça, hein, on est commerçant, on est là pour satisfaire notre clientèle, on est là pour répondre aux questions, vraiment c'est notre job, hein, y a pas autre chose à dire là. Lorsqu'on a préparé ce temps d'échange, les deux mots qui sont revenus lorsqu'on avait cette slide-là, c'était réactivité, agilité. Parce que le standard, quand il explose, je suppose qu'il faut avoir une réaction très rapidement pour pas que les comptables soient complètement saturés. La responsable qualité, quand elle aussi est complètement saturée, il faut aller vite. Comment ça se passe dans l'entreprise ?
C'est quoi le process ? Le process, il est pas miracle. Hein. Le chef d'entreprise doit prendre une décision et il doit réagir par rapport à cette décision. Alors, ma première décision a été de transférer les appels sur la responsable qualité qui pilotait une partie du site internet. C'était pas spécialement la bonne puisqu'elle s'est fait vite submerger. Et ensuite, reprendre une décision pour transférer l'appel plutôt sur mes collaborateurs à l'entrepôt. Et ça fonctionne bien. Ce qui nécessite pour vous un temps de réactivité qui est extrêmement fort. C'est à partir du moment où on se lance dans un projet digital, on ne sait pas forcément où on va. Vous l'expliquiez tout à l'heure, Non. Votre métier c'est de vendre du poisson, apporter du conseil. Là, vous arrivez avec un nouvel outil, on ne sait pas si ça va marcher au départ. Et lorsque ça marche, il faut forcément s'adapter. Très bien. Hop. On a aussi des pistes d'amélioration très certainement sur le site internet. Ça fait environ 1 an et demi qu'il est en ligne. C'est ça fait 1 an et quelques mois. Ouais. Donc quels sont les points ou les axes de progrès que vous avez identifiés ? Alors aujourd'hui, on se penche, puisqu'on a aussi une activité de marailleur et de grossiste, en effet sur le développement du B2B, à proposer à nos clients restaurateurs. Aujourd'hui, comment ça fonctionne dans 90% des cas ? Un chef cuisinier va faire son service, fin du service, on va dire 23h, minuit. Il lui manque des produits pour le lendemain, il va appeler son marailleur, lui laisser un message sur répondeur et croiser les doigts pour que le marailleur ait le poisson pour le lendemain matin. Donc l'idée, c'est de lui donner un accès à notre site internet, avec des tarifs bien évidemment grossistes, et que après son service, le restaurateur se connecte sur son interface, voit en temps réel les stocks qu'on a disponibles et commande en conséquence par rapport à nos stocks. Donc c'est même plus qu'une amélioration, c'est une nouvelle cible client. Tout à fait, oui. D'accord. Est-ce qu'au niveau du référencement, de l'interface, il y a des choses que vous avez envisagé de faire évoluer ? Oui, bien sûr. Il va falloir améliorer et créer une page spéciale pour nos clients grossistes, nos clients restaurateurs. Je pense que mon site internet est loin d'être parfait et qu'il faut aussi que je l'améliore. On est en plein dedans en ce moment pour refaire une nouvelle interface beaucoup plus fluide, beaucoup plus légère. Ça va me permettre d'enchaîner rapidement. Alors, pourquoi une nouvelle interface et pourquoi plus fluide, pourquoi plus légère ? Vous voyez le slide, vous avez déjà un premier élément de réponse. Juste pour rappel, tout à l'heure, lorsque Alric nous a présenté les objectifs et en tout cas la cible initiale, qui était les 30-50 ans, une cible plutôt familiale, il s'avère qu'à l'usage, c'est pas du tout ça. Non, là je me suis complètement planté. Alors, on n'a pas du tout vraiment touché notre clientèle du 44. On a, comme on disait tout à l'heure, 80% de nos commandes vont plutôt sur l'extérieur du 44. Et la grosse surprise, ça a été la tranche d'âge de nos clientèles. Aujourd'hui, on est plus sur une tranche d'âge au-delà des 55 ans, voire près des 80 ans, quoi. Ouais, c'est assez bluffant. D'où les gros nombres d'appels téléphoniques, puisque une personne de 80 ans a beaucoup de mal à passer une commande sur Internet. Mais il prend beaucoup de plaisir. Et donc, c'est là où on retrouve vraiment le lien qu'on a avec nos clients sur le marché ou dans nos boutiques, où on va accompagner cette dame-là, on va lui expliquer comment faire, on va même des fois faire sa commande complète à sa place, on va faire les paiements. Il y a des gens, ils nous donnent leur numéro de carte bancaire, voilà, comme ça, il n'y a pas de problème. Donc c'est assez surprenant, mais franchement, c'est super. Donc ça montre bien qu'au départ, on a des présupposés, et puis que lorsqu'on apprend au quotidien, on se rend compte que la cible initiale et le zonage initial, ça a complètement explosé. Ouais, c'est complètement différent de ce qu'on avait prévu. Alors l'explication, puisque j'ai fait mon curieux, j'ai demandé un petit peu à mes nouveaux clients et clientes de 80 ans pourquoi elles achetaient chez moi, pourquoi sur Internet. La grande réponse, c'est aujourd'hui la mobilité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont seuls chez eux, qui n'ont pas les moyens de se déplacer, qui n'ont pas les moyens de faire des courses. Sur le 44, j'ai une de mes premières clientes qui était une ancienne cliente du marché de Rezé, qui ne peut plus venir faire ses courses. Alors en effet, elle envoie, comme elle me dit, j'envoie une copine venir me chercher mon poisson, mais c'est pas pareil, je peux pas choisir. Que là, sur Internet, je peux choisir, je peux réfléchir. Donc en général, ils prennent la journée. Ils se branchent à 8h, à 17h, ils valident leur commande.
Alors on se moque gentiment, mais sachez quand même que compte tenu du prix de livraison, il y a des commandes collaboratives de ces personnes-là quand même. Oui, tout à fait, puisqu'on a ciblé qu'à partir de 150 €, la livraison serait offerte. Donc, ce qui se passe assez fréquemment, c'est qu'un groupe de personnes passe commande ensemble. Étant donné qu'aujourd'hui, on peut choisir de faire 10 portions de 200 grammes de dos de cabillaud, par exemple, ça nous fait 10 paquets différents. Et donc, après, pour séparer, c'est vachement simple. On parlait de la zone de chalandise qui est devenue nationale. Quel impact sur votre activité et quelle réflexion vous avez concernant les points de vente ou les points relais physiques? Dans l'idée, après, c'est de continuer à développer. Donc, aujourd'hui, en effet, on est capable de faire de la livraison à domicile via Chronofresh. J'ai vu des choses dans d'autres pays où il y a des espèces de box qui mettent à disposition aussi pour des retraits, donc soit sur des espèces de casiers réfrigérés, ou autrement de trouver des points relais, ce qui se fait beaucoup. Puisque c'est vrai qu'on n'est pas non plus toujours à la maison quand Chronofresh vous annonce du 8h, 13h. La plage horaire est assez longue. Donc avoir la possibilité d'avoir un prêt relais avec une garantie de maintien au froid, ça peut être une bonne idée. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'en lançant une réflexion, une stratégie digitale, vous vous interrogez demain sur votre implémentation physique. Donc vous êtes en train de revoir complètement toute la stratégie de l'entreprise. Tout à fait. L'idée, c'est quand même de pouvoir se positionner sur des grandes villes, puisqu'aujourd'hui, mon digital est possible, puisque j'ai un point d'ancrage aujourd'hui à Nantes, j'ai une logistique qui est en place, j'ai beaucoup de choses qui sont mises en place. Donc l'idée, c'est de pouvoir générer d'autres points d'ancrage dans les villes stratégiques, de façon à pouvoir diffuser rapidement. Donc à tous ceux qui pensent que parfois le digital peut être destructeur d'emplois, on a, je pense, une très belle réponse. On est plutôt sur un développement de la croissance, une optimisation de la performance de l'entreprise, et on va essayer de traduire ça très rapidement par des chiffres. Alric, quel était le panier moyen de votre clientèle sur un marché? Alors on est aux alentours entre 17 et 20 €. Le panier moyen d'une commande en ligne? Entre 80 et 120. Donc on fait x5, x6. Le chiffre d'affaires du digital en 2015? 0 €. À fin 2018? Objectif 1 million d'euros. Donc on est sur, on est sur un chiffre qui est fort. Le nombre de commandes actuellement par jour? Aujourd'hui, on est à 15 commandes jour. Donc en 1 an et demi, vous êtes arrivé à un chiffre d'affaires d'1 million d'euros environ. Enfin, c'est les projections. Ça reste des projections. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on perd quand même beaucoup de temps à mettre des choses en place. Moi, je suis parti aujourd'hui de mon ERP pour créer un site internet par rapport à ma contrainte logistique, par rapport à ma contrainte stock et ainsi de suite. Donc ça nous a quand même beaucoup freiné au niveau du référencement naturel, au niveau de beaucoup de choses, puisque notre site n'était pas spécialement adapté. Aujourd'hui, on retravaille sur la refonte de notre site et on va commencer réellement à attaquer dans le dur, c'est-à-dire dans de la com et à récupérer les fruits de notre travail. Donc 1 million d'euros en 1 an et demi pour un site internet. Si vous aviez ouvert une boutique physique, il vous aurait fallu combien de temps pour arriver à ce seuil de rentabilité? Alors, en termes de chiffre d'affaires, une boutique, en général, il y a peu de création, voire pas de création de poissonnerie aujourd'hui. Il y a essentiellement des reprises. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau du chiffre d'affaires, on va avoir la même. Par contre, au niveau de la rentabilité, il est vrai que sur une boutique en dur, il m'aurait fallu entre 5 et 7 ans pour avoir une rentabilité équivalente à celle du site internet, en moins d'1 an. Je pense que c'est assez limpide, en tout cas. On a parlé de demain et très certainement de l'offre pro qui pourrait se développer. On a parlé d'un blog influenceur. Il y a aussi peut-être une volonté de se projeter à l'international? Oui, tout à fait. Donc Chronofresh aujourd'hui a développé son concept sur le national, sur la France. Ils sont en projet de développer sur l'international. On va dire tous les pays voisins, Europe. On va être sur l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique. Voilà. Donc pourquoi pas se positionner après derrière dessus. Donc ce qu'on voulait partager avec vous, c'est l'expérience d'Alric et sur un produit qu'on n'attend pas forcément sur Internet. Le fait d'être à Digital Chain, je pense que c'est très intéressant aussi pour pouvoir partager ça. Ce dont on peut dire aussi, sans pas aller trop loin, c'est que Alric Pan, la poissonnerie Pan, va être valorisée au niveau national aussi sur BFM et dans une émission Capitale. Donc on a eu le privilège de vous avoir parmi nous avant. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux entrepreneurs qui sont ici?
sur le digital, votre expérience Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, dans n'importe quel métier, dans n'importe quelle profession, vraiment, je pense que le digital doit être présent. Moi, c'est ma conviction, c'est mon idée. Maintenant, ça se fait pas simplement, mais finalement, c'est pas si difficile que ça, quoi. Faut se lancer. C'est ça. Et puis évoluer, être agile, et puis initier Par contre, ça quelque s'arrête chose. jamais. Hein. Oui. Je vais laisser la parole maintenant à l'œil de l'expert, Jean-Loup. Tu as environ 3... Combien j'ai 45 secondes. Ouais. Non, elle est belle cette histoire. J'ai pas osé vous interrompre du tout parce que je crois que j'aurais rien apporté de plus. Les mots d'Alric parlent d'eux-mêmes. En fait, elle est belle cette histoire parce que je pense que vous vivez le web comme vous êtes vous-même. C'est-à-dire que vous vivez le web avec vos envies d'acheteurs sur Internet déjà vous-même, de votre génération, en disant moi je ne peux pas supporter l'idée que je ne puisse pas avoir un plateau de fruits de mer le samedi soir, enfin le samedi à 16h, et je veux l'avoir le soir. Donc moi je vais m'organiser, et je vais organiser ma boîte, choisir mon ERP, avec mes collaborateurs partagés. Enfin, dans toute la chaîne et la logique de votre entreprise, vous allez vous organiser comme vous pensez, vous, qu'est votre consommateur. Et ça, c'est fondamental. L'utilisateur, l'expérience utilisateur, la façon d'être customer-centrique, hein, comme on dit parfois, ça me paraît fondamental dans votre expérience. Oui, c'est vrai. Alors, je prends l'exemple, par exemple, du coût de transport de Chronofresh. Lorsqu'ils m'ont annoncé les tarifs, j'ai dit c'est pas possible, quoi. Donc j'en ai parlé à ma femme qui est grande consommatrice de vêtements sur Internet, et j'ai demandé son avis. Voilà, nous aujourd'hui, voilà quel prix on est prêt à mettre pour acheter du poisson en ligne, quoi. Donc aujourd'hui, je pense que 10 €, ça paraît raisonnable. Effectivement. Donc la différence, c'est que vous y croyez vraiment. Ça, c'est important. La deuxième chose, c'est que vous faites la suite logique de votre métier. C'est-à-dire que vous n'inventez pas un nouveau métier, en fait. La poissonnerie Pan, c'est pas la seule poissonnerie sur Internet. D'ailleurs, elle n'est pas forcément bien classée, ou elle n'était pas forcément bien classée dans Google. Je sais que vous y travaillez. D'autres prétendants s'y sont mis, mais ils n'ont pas forcément la même légitimité que vous. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'eux, ils inventent des histoires. Ils essayent de composer avec l'idée, mais ils ne sont pas forcément poissonniers. Alors que c'est votre métier, donc c'est juste la poursuite logique de votre métier. Et je suis persuadé que c'est vous qui allez gagner, parce qu'il n'en restera pas 10. Hein. Comme dans tout secteur d'activité, dans l'hôtellerie, dans plein de secteurs d'activité, il y a des leaderships qui sont imposés. Et je suis persuadé que parce que vous partez vraiment de votre ADN et puis de votre utilisateur, ça va marcher. Il y a un troisième sujet qui me vient, et vous l'avez oublié avec le temps, c'est l'importance de la marque Poissonnerie Pan, au départ. Parce qu'en fait, ça a marché d'abord ici. Puis vous avez pris confiance. Parce qu'on est tous consommateurs de cette poissonnerie qui est représentée largement dans notre région. Et c'est aussi ça qui nous sécurise dans un acte d'achat, à l'étal, mais aussi sur Internet. Et ça a été un vecteur fondamental pour vous, à mon avis, le fait d'avoir une marque forte. Et demain, le travail, évidemment, si on veut étendre sa zone, c'est de mettre en place d'autres, pas artifices, mais d'autres techniques qui permettent de compenser les avis clients, les réseaux sociaux, tout ce que vous êtes en train de faire. Mais la marque, elle a été fondamentale dans votre aventure. Et puis, pour moi, les chantiers qui s'annoncent à vous, parce que vous ne l'avez pas cité, mais je ne peux pas m'empêcher de vous en parler. Alors, en dehors du phare, je suis aussi créateur de Datamaniac, qui est un manifeste autour de la data, et qui sensibilise les chefs d'entreprise autour de ce phénomène-là. Un site internet marchand, ça fonctionne. L'objectif d'un site internet marchand, c'est la deuxième commande, pas forcément la première commande. La deuxième commande, c'est comment je fidélise et comment est-ce que mes clients deviennent les amis de mes prochains clients. Donc l'importance de la communauté que vous allez avoir est concrétisée autour de votre marque. Donc faire vivre cette communauté. Le web, c'est push, c'est pull. On oublie toujours ça, c'est-à-dire on sait attirer des gens, puis on fait rarement bien vivre sa communauté dans une relation qui est elle-même librement consentie. Alors le GDPR, on a dû vous en parler, va permettre cette loi là qui est face cette obligation qu'on va avoir tous de plus que déclarer nos fichiers, mais d'être conforme à une réglementation européenne, va nous aider à ça. Mais capitalisez sur votre data, faites-la vivre. Voilà. Puis pour terminer, je voulais simplement dire, faire de l'ultra frais sur Internet, c'est incroyable, quoi. Enfin, moi, j'en reviens pas. Il y en a plein qui se posent cette question. Comment on fait? Vous avez réussi. Mais je le redis, c'est parce que je pense que c'est votre métier, en fait. Oui, je pense en effet que
il y a tellement de contraintes et de difficultés à maintenir aujourd'hui un produit frais ou ultra frais que si on n'est pas dedans ou si on n'a pas aujourd'hui les réseaux, la logistique en interne pour le faire, ça devient compliqué. Ou alors, c'est possible, mais dans un délai beaucoup plus long, quoi. Merci. Je vous remercie, messieurs. Donc, nous avons beaucoup de questions vis-à-vis de la poissonnerie Pan, et dont, on va dire, plusieurs questions qui se recoupent par rapport au chiffre d'affaires. Et la part du CA en 2018, la part du CA web par rapport à l'activité globale. Aujourd'hui, donc, le groupe fait 25 millions. La partie détail, on est à 12,5 millions. L'objectif d'1 million, voilà. Et d'un autre côté, donc, ça a beaucoup interrogé sur la partie livraison, savoir si vous avez envisagé d'autres modes de livraison, vous appuyez sur des réseaux physiques existants, vous rapprochez d'autres détaillants sur des marchés pour cumuler les points de retrait, etc. Ah oui, tout à fait. Alors la livraison, c'est un problème. C'est un problème dans Nantes parce que, par exemple, hier soir, j'avais une livraison entre 18 et 20 heures Nord-Nantes. C'est moi qui je suis parti de chez moi, j'habite Basse-Goulaine, je vous assure, j'ai mis 2 heures pour aller livrer. En camion, c'est un peu galère. Donc, en effet, je suis en train de réfléchir du fait qu'on est basé sur Nantes, de mettre en place des vélos, comme ça se fait un peu et qu'on arrive à voir beaucoup d'agences comme ça. Mais l'idée n'est pas de sous-traiter cette livraison, l'idée c'est qu'on doit être capable de le faire nous-mêmes. Voilà, donc je vous propose de continuer ces échanges dans un mode un peu plus intimiste. On va donc abandonner la caméra, abandonner la grande salle et se retrouver dans une petite salle juste à côté. Il y a un certain nombre de questions encore qui restent. On va pouvoir se retrouver donc avec la poissonnerie Pan, Jean-Loup et TGPME pour aborder les questions dans un format un peu plus dynamique. Donc le bus part dans 30 secondes ou 1 minute. Je vous invite à nous retrouver ici sur la scène. Et ensuite, on rejoint donc le lieu d'animation pour la partie questions directes. Merci.